Donc moi je m'appelle Carla, en ce moment je suis attachée temporaire d'enseignement et de recherche donc à l'Université Paris-Nanterre. Je fais mes recherches dans un domaine qui est assez récent, assez nouveau, surtout en France, peu de monde le connaissent en fait, c'est la biologie évolutive humaine. En gros, l'histoire de notre espèce, les différents environnements dans lesquels on a évolué ont façonné notre patrimoine génétique. Nos ancêtres se sont adaptés à chacun de ces environnements. Et c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui avec les caractéristiques de l'espèce humaine qu'on connaît. On n'est pas une exception d'ailleurs, parce que c'est pareil pour les autres espèces qui existent sur Terre. Du brin d'herbe à l'humain, en passant par le ver de terre ou votre animal de compagnie, tous ont été façonnés par ce principe d'adaptation et d'évolution. Donc si on étudie l'évolution humaine, l'histoire biologique de l'espèce humaine, comment est-ce qu'on s'est adapté à nos environnements, on peut répondre à plein de questions sur l'humain d'aujourd'hui. Par exemple, il y a des gens qui travaillent sur pourquoi est-ce qu'il y a des personnes qui tolèrent le lactose et pas d'autres. Pourquoi est-ce que la ménopause existe chez l'espèce humaine comme chez la baleine alors qu'elle n'existe pas chez nos cousins grands singes, par exemple. Ou pourquoi est-ce que les femmes enceintes ont moins de fer dans le sang. Donc plein de questions qui sont liées à notre santé, à notre biologie, à notre alimentation, notre morphologie, un petit peu plein d'aspects de l'espèce humaine qu'on peut mieux comprendre comme ça en s'intéressant à notre histoire évolutive. Voilà, donc mon domaine général c'est ça. Après, il faut savoir que notre cerveau c'est aussi un organe. On est des êtres pensants, mais on est aussi des êtres biologiques, on est des animaux. Donc nos comportements aussi sont influencés par nos gènes et par l'évolution. On a aussi développé certains comportements, certaines réponses instinctives, en fait, inconscientes à certains environnements, à certaines situations, parce que de la même façon, on s'est adapté à nos environnements passés. Par exemple, il y a des biologistes de l'évolution qui travaillent sur les origines de la coopération, de la moralité, pourquoi est-ce qu'on va avoir des préférences physiques, pourquoi on va tomber amoureux d'une personne et pas d'une autre, pourquoi est-ce qu'on a des capacités musicales, ça c'est mon sujet de travail actuel. Donc ça met vraiment en lien à la fois la psychologie et la biologie. On est, comme je disais, à la fois des êtres biologiques et des êtres pensants. Donc en mettant en commun les connaissances de la biologie et de la psychologie, on arrive à mieux comprendre les comportements humains. Ça, c'est une branche de la biologie évolutive humaine qui m'intéresse particulièrement, qui s'appelle la psychologie évolutive. Donc voilà en gros mon domaine de recherche. Très bien, j'aurais peut-être une première question. Du coup, est-ce que vous pouvez nous citer quelques influences que nos comportements primaires ont eues sur les êtres pensants qu'on est aujourd'hui? Ont eu et ont encore d'ailleurs, parce que c'est encore le cas. Alors par exemple, je vous ai dit qu'on pouvait expliquer pourquoi est-ce qu'on va être plus attiré par certaines personnes que par d'autres. Alors comment ça marche? C'est que, bon, il y a certainement plusieurs choses qui rentrent en jeu, il y a aussi des aspects culturels, etc. Mais au niveau génétique, par exemple, on sait qu'on va avoir plus tendance à être attiré par les personnes qui ont un certain gène différent d'une autre. On parle du système HLA, c'est un groupe de gènes qui influence notre système immunitaire. Et on sait que si on va avoir des enfants, par exemple, avec quelqu'un qui a un gène HLA un système HLA différent d'une autre, les enfants vont être vont avoir un système immunitaire plus efficace. Donc ça va être un avantage. Du coup, on s'est adapté à ça et on a tendance à plus être attiré, plus tomber amoureux des personnes qui ont un système HLA différent d'une autre, par exemple. Donc ça, c'est des influences génétiques sur nos comportements au quotidien. Après, il y a plein d'autres exemples. On pourrait parler des phobies qui ont aussi une origine évolutive, de la coopération. Je ne sais pas si vous voulez que je développe davantage ces questions. Comment on repère ce gène, comment on repère les personnes qui ont un gène différent d'une autre? Alors, il y a une étude qui a été faite il y a quelques années là-dessus, où on a montré qu'il y a au moins une composante olfactive. En gros, les gens qui ont fait cette étude ont fait porter des t-shirts à des hommes et à des femmes, et ensuite les ont fait sentir, tout simplement, à des personnes du sexe opposé, et ont demandé quelle odeur, lesquels vous paraissent les plus attirants en fait. Et les personnes ont plus choisi les t-shirts de personnes qui avaient un système HLA différent. Voilà. Et avec le parfum, ça risque pas de couvrir, si on met du parfum par exemple? Est-ce que ça ne pourrait pas avoir un impact sur la biologie, sur notre sélection des parfums? Ça pourrait probablement. Alors à ma connaissance,
Je ne connais pas vraiment d'études qui étudient en détail quel parfum va influencer, de quelle façon, etc. Mais du coup, ça paraît assez logique que ça puisse avoir une influence, oui. Mais après, ça reste à après creuser. Une douche, on se reconnaît une fois qu'on se fait des câlins. Voilà. Ok, super. Et en fait, qu'est-ce qui vous a amené un peu jusqu'à à ce sujet-là, en fait, dans votre parcours? Ok. Alors moi, au départ, j'ai fait un parcours de biologie générale, donc licence sciences de la vie et de la terre. Et à ce moment-là, je ne connaissais même pas la biologie évolutive, encore moins la biologie évolutive humaine. Et petit à petit, j'ai fait un master biologie de l'évolution, très axé biologie de l'évolution à Montpellier, où j'ai eu des cours de biologie évolutive humaine et j'ai découvert qu'on ne fait pas seulement de la biologie évolutive avec des végétaux, des insectes, des bactéries, mais qu'on peut aussi mieux comprendre l'humain, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en étudiant son évolution. Et j'ai trouvé ça passionnant parce que ça nous touche directement, ça explique des tas de choses qu'on prend tellement pour acquis, qui nous paraissent tellement évidentes, qu'on ne se rend plus compte de pourquoi ça existe et comment c'est apparu. Donc petit à petit, après, je me suis tournée vers ce domaine. C'est pas forcément évident en France, d'ailleurs, parce que vous savez que la psychologie et la biologie sont souvent enseignées de façon très séparée, même dans des facs différentes souvent, alors que, comme je vous l'ai expliqué, les deux sont liés. Et du coup, cette sorte de barrière un petit peu historique fait que le domaine est très peu développé dans notre pays. C'est pour ça que j'ai fait aussi des contrats de recherche au Canada, d'ailleurs, pendant quelques années. Maintenant, j'aimerais bien que ça se développe un peu plus en France et peut-être porter une pierre à cet édifice. Mais voilà, le but, c'est vraiment de casser les barrières entre les disciplines, de mettre en commun les connaissances qui viennent de différents domaines pour mieux comprendre l'humain, tout simplement. Et vous avez parlé par exemple du lactose, c'était quoi cet exemple avec le lactose? Vous pouvez nous en dire plus? Tout à fait, on croit souvent qu'il y a de plus en plus de personnes qui ne tolèrent pas le lactose. En fait, c'est plutôt le contraire. En fait, les mammifères à l'âge adulte, généralement, ne tolèrent pas le lactose, ne digèrent pas le lait. C'est les bébés qui vont digérer le lait maternel, et encore que, en général, ce n'est pas le lait d'autres espèces, mais à l'âge adulte, on perd une enzyme qui est dans notre système digestif et qui fait qu'on est capable de digérer le lait. Chez l'humain, ce qui s'est passé, c'est qu'avant, on était tous intolérants au lactose, et l'apparition de l'élevage et le fait d'apporter cette nouvelle source calorique à notre alimentation, ça apportait sûrement un avantage dans les cas où il y avait des famines, etc. Ça a diminué la mortalité infantile, puisque les enfants, eux, étaient déjà capables de digérer le lait. Et petit à petit, on s'est mis à digérer le lait de plus en plus tard, parce que les personnes qui continuaient à digérer le lait, qui avaient la persistance de cette enzyme qui normalement est perdue à l'âge adulte, pouvaient profiter de cet avantage et avaient plus de chances de survivre aux famines, d'avoir des enfants, de transmettre leurs gènes à leur tour. Ça fait que les populations qui ont développé l'élevage et la consommation de lait sont devenues plus tolérantes au lactose. Aujourd'hui encore, il y a des régions du monde où le lait est utilisé comme laxatif. À Bali, par exemple, parce que de toute façon, ce sont des régions du monde où l'élevage pour la consommation de lait de vache, c'est pas quelque chose de traditionnel. Et du coup, les gens n'ont pas développé cette adaptation. Voilà, donc on est devenu tolérant au lactose, plus ou moins selon les populations humaines et leur histoire. Quand on parle en fait, de biologie évolutive, on est sur des temps longs, en fait, c'est ça? J'imagine que les périodes étudiées, puis même les mutations, les transitions pour devenir ce qu'on est, on parle de périodes très longues, en fait, c'est ça? Alors pendant très longtemps, on parlait seulement de périodes longues. On pensait que pour qu'il y ait évolution, il fallait des milliers d'années. On s'est aperçu maintenant qu'il peut y avoir certains traits, certaines caractéristiques qui vont évoluer beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, y compris chez l'espèce humaine. Il y a des études au Canada, c'est très récent ça, il y a des études au Canada qui ont montré qu'il y avait une sélection pour un âge à la première reproduction qui est différent en fait, une sélection qui s'est faite sur les 200 dernières années chez l'humain. Donc il peut y avoir, ça reste 200 ans, il faut quand même plusieurs générations, parce que le principe c'est quand même qu'il y a une sélection génération après génération, mais ce n'est pas forcément des milliers d'années, ça dépend beaucoup des caractéristiques et des espèces qu'on étudie. Et vous avez des exemples de caractéristiques qui ont perduré ou disparu dans des périodes très restreintes dans l'évolution humaine?
Comme je vous disais, il y a une petite région au Québec, une petite île, l'île aux Coudres, où on a montré que contrairement au reste du Québec, les femmes avaient leur premier enfant de plus en plus jeunes. Voilà, les chercheurs essayent encore de comprendre pourquoi, mais en tout cas, il y a eu une sélection, c'est-à-dire que les femmes qui avaient des enfants plus jeunes allaient plus plus transmettre leurs gènes, plus avoir d'enfants, plus transmettre leurs gènes. Et du coup, il y a une sélection qui a modifié l'âge moyen à la première reproduction sur les 2 derniers siècles. Voilà. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'exemples parce que c'est des choses qui sont étudiées depuis très peu de temps. Comme je disais, avant, on s'intéressait vraiment au temps long. Donc là, c'est un des premiers exemples qu'on a et c'est un domaine de recherche où tout est ouvert en fait, hein. On continue à creuser. Voilà. Mais ça, en l'occurrence, ce sont des caractéristiques qui ont changé à travers la culture plutôt que par... Eh bien apparemment, il y aura un petit peu des deux. D'accord. De toute façon, le débat culture-nature, c'est un petit peu artificiel quand même parce que les deux interagissent. Dans l'exemple que j'ai cité du lactose tout à l'heure, c'est quand même un changement culturel avec l'apparition de l'élevage qui a entraîné des changements biologiques, qui ont encore entraîné des changements culturels parce qu'on s'est mis à développer encore plus l'élevage. Enfin, les deux interagissent vraiment, c'est rarement l'un ou l'autre en fait. D'accord. Du coup, j'aurais une autre question par rapport au transhumanisme, justement, la question de la technologie. Est-ce que vous pensez que cette dernière pourrait, sur le long terme, influer sur le physique des êtres humains? Est-ce que vous pensez que en cherchant à toujours déléguer le travail à des machines, notre physique sera altéré, ou est-ce que l'esprit de lutte qui nous poussera à garder un physique convenable, à garder un esprit sain dans un corps sain, perdurera? Ou est-ce que ça sera remplacé par des êtres amorphes et oisifs? Même le rapport au numérique, enfin plus largement, le transhumanisme, mais aussi notre habitus du numérique aujourd'hui. Ouais. Alors c'est toujours difficile de faire du prédictif en évolution pour une raison très simple, c'est que la base de l'évolution, c'est qu'on a des mutations qui arrivent dans nos gènes, des erreurs de copie, entre guillemets, qui ne sont pas forcément négatives des fois, mais qui arrivent dans nos gènes par hasard. Puis ensuite, si cette mutation fait qu'on va plus survivre, plus se reproduire, plus transmettre nos gènes, elle va devenir plus fréquente. Mais au départ, elle arrive par hasard quand même. On ne peut pas vraiment prédire quelle mutation va arriver. Donc pour l'instant, on a du mal à prévoir vraiment ce qui va se passer. Ce qui est certain, c'est qu'on a des tas d'exemples, que ce soit chez l'humain ou chez d'autres espèces, mais c'est pareil, on a tous de l'ADN, qui montrent que effectivement, des changements environnementaux vont entraîner des changements morphologiques, peut-être cognitifs aussi d'ailleurs, chez les espèces. Donc on peut imaginer, c'est très probable que les changements récents, que ça soit effectivement le numérique, que ça soit l'exposition à de nouvelles substances avec la pollution, que ça soit les changements dans notre vie, dans notre alimentation, etc., influencent l'évolution humaine. Après, c'est encore difficile pour l'instant de savoir comment. Comme je disais, c'est un domaine qui est récent, il y a encore vraiment des tas de choses à découvrir. Et selon votre avis personnel, cette évolution ira dans quel sens? Pas forcément selon un avis scientifique, mais juste personnel. Déjà, une petite chose qu'il faut préciser, parce que ça peut porter à confusion des fois, c'est que dans le mot évolution, il n'y a aucune notion de progrès. Donc l'évolution, elle va prendre une direction. C'est pas forcément toujours celle qu'on espère. Après, c'est vrai que, là c'est un avis personnel, c'est pas basé sur des études qui ont été faites, plutôt sur des études qui sont prévues, mais pas qui ont été faites. Mais quand on n'utilise pas une capacité, par exemple, on peut imaginer que cette capacité devienne moins développée. Parce que, ou disparaissent petit à petit, ça va prendre plus de temps, mais éventuellement disparaissent, parce que, en fait, notre organisme, il doit faire des compromis tout le temps. Il a une certaine quantité de ressources, d'énergie disponible, il ne peut pas tout développer. Donc si demain, par exemple, le fait d'avoir le sens de l'orientation, je prends un exemple, ne sert plus à rien parce qu'on a tous un GPS,
Il est possible que du coup, l'évolution fasse qu'on va développer d'autres capacités plutôt que celle-ci et que celle-ci soit de moins en moins développée. Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, hein, je ne vous dis pas qu'on aura plus le sens de l'orientation dans 3 générations, je ne sais pas, mais c'est effectivement ce genre de choses qui pourraient arriver. D'ailleurs, j'aurais une question par rapport à cette notion d'évolution. Est-il possible qu'il y ait des espèces globales qui n'aient jamais justement évolué, qui n'aient jamais eu cette mutation biologique et qui aient quand même réussi à s'adapter à l'environnement et au changement environnemental? Je pense notamment aux espèces de type préhistorique comme par exemple le requin lézard ou les tortues qui sont des espèces qui n'ont pas énormément évolué, disons. Est-ce que c'est possible qu'il n'y ait aucune mutation génétique, biologique là-dessus? Alors des espèces qui n'auraient aucune mutation, on n'en connaît pas. En fait, toutes les espèces qui sont présentes aujourd'hui sur Terre sont toutes les descendants d'un même ancêtre commun et ont toutes évolué depuis aussi longtemps, en fait. Voilà. Donc des mutations, il y en a toujours chez toutes les espèces. Les taux peuvent varier un petit peu, mais il y a quand même des mutations. Et après, donc, ça dépend de l'environnement. Quand on est dans un environnement très stable, on va peut-être moins évoluer. Quand on est dans un environnement qui varie, on va avoir plus de changements. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a plus ou moins de mutations. Il y a autant de mutations, c'est juste que l'environnement va faire que ces mutations-là, soit vont disparaître parce qu'elles ne servent à rien, ou parce qu'elles sont néfastes, soit vont disparaître parce qu'elles sont néfastes, soit vont continuer à être là parce qu'elles sont avantageuses, ou parfois c'est tout simplement aléatoire parce qu'elles sont ni vraiment néfastes ni vraiment avantageuses. Voilà, donc ce mécanisme il existe chez toutes les espèces. Voilà. Après tout dépend de l'environnement. J'avais une question sur l'impact potentiel du réchauffement climatique sur l'évolution. Qu'est-ce que ça peut provoquer sur votre domaine d'expertise? Des réactions en chaîne qui sont suffisamment complexe pour être très difficile à prédire là aussi. Je vous donne un exemple. C'est pas sur l'humain, mais bon, comme on l'a dit, l'évolution, ça concerne toutes les espèces. Je vais vous parler de la mésange bleue. Il y a un programme de suivi de la mésange bleue en France depuis plusieurs décennies. Et on a montré que dans des populations où la végétation avait changé, en général par la main de l'homme qui a remplacé telle espèce par telle autre espèce, ces mésanges-là avaient du mal à s'adapter, enfin prenaient du temps à s'adapter, parce que, en gros, les oisillons se nourrissent de chenilles, et les chenilles ne sont pas présentes au même moment en fonction du type de végétation, en fonction du climat, etc. Donc du coup, les mésanges qui sont les plus adaptées, c'est celles qui se reproduisent au bon moment pour que les oisillons puissent être là au moment où il y a le plus de chenilles. Voilà. Et sinon, il y a une plus forte mortalité des oiseaux parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture. Donc dans un cas comme ça, et des écosystèmes, enfin des cas complexes comme ça, il y en a plein, mais dans un cas comme ça, si admettons que le réchauffement climatique modifie la vitesse de croissance de la végétation, ça va décaler le pic de chenilles, le moment de l'année où il y a le plus de chenilles. Donc ensuite, on va se retrouver avec des oiseaux qui ne se reproduisent pas au moment optimal, donc qui vont avoir plus de mortalité. Mais peut-être qu'ils vont être remplacés par d'autres espèces qui, elles, vont plus être adaptées à ça. Peut-être pas. Peut-être que ça va changer assez doucement pour qu'il y ait une sélection et que les oiseaux aient à leur tour la possibilité de s'adapter. Ou peut-être que ça va aller trop vite et que toutes les mésanges vont mourir parce que les petits n'auront pas à manger. Donc ça peut faire comme ça des réactions qui vont influencer par exemple la végétation, qui à son tour va influencer les insectes, qui va influencer les oiseaux, qui va influencer... Donc c'est vraiment un système qui est tellement bien réglé par l'évolution que quand on change une petite chose dedans, ça va faire une réaction en chaîne qui risque de déséquilibrer tout un écosystème. Et pour comprendre, pour prédire comment ça va agir et quel effet ça va avoir, il faut vraiment connaître le moindre rouage de tout cet écosystème. Donc c'est pour ça que c'est d'autant plus important d'étudier, de faire de l'écologie au sens scientifique, donc étudier les écosystèmes pour comprendre quels vont être les impacts du réchauffement climatique. Des impacts, il y en aura, c'est sûr. Il y a certaines espèces qui s'adapteront plus vite que d'autres, mais pas toutes. Donc effectivement, ça va influencer l'évolution, ça c'est certain. Après, à quelle
point. Probablement qu'il y a des espèces qui vont disparaître de plus en plus, comme on en voit déjà beaucoup aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Il y en a d'autres qui vont s'adapter. Il y en a peut-être même des nouvelles qui vont apparaître avec le temps. Mais voilà, tout ça, on sait que ça aura des effets importants. Après, de là, les prédire en détail, c'est en cours d'étude. Alors, Carla, vous avez mentionné des sujets d'études peut-être plus spécifiques à l'intérieur de ce champ vaste qu'est la biologie évolutive. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu des travaux que vous menez actuellement? Notamment, je pense à la musique, mais peut-être d'autres. Ouais. Alors, en ce moment, je travaille donc à Nanterre dans un laboratoire qui a la particularité de faire travailler ensemble des psychologues et des éthologues, notamment des spécialistes du comportement des oiseaux et des spécialistes des enfants, du comportement des enfants. On travaille sur un projet un peu multidisciplinaire où le but c'est de... En fait, selon les domaines d'où on vient, dans l'équipe, on a un peu tous notre objectif, mais en gros, on étudie les liens entre la musique et les comportements. Moi, je suis arrivée là avec mon intérêt pour la biologie évolutive et l'idée de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on a des capacités musicales. La capacité de suivre un rythme spontanément, on la retrouve chez les nourrissons, même à 2 jours. Donc c'est quelque chose qu'on a dans toutes les populations humaines, qui est qui est un peu universel, on va dire, chez l'humain, qu'on retrouve chez certaines autres espèces, certains oiseaux notamment, mais pas toutes. Et l'idée, c'était donc pour moi de mieux comprendre pourquoi est-ce que l'humain a développé ça, quel avantage ça nous donne d'avoir ces capacités musicales. Je travaille avec des éthologues parce que ces capacités existent aussi chez certains oiseaux et que donc, ces personnes essayaient de comprendre pourquoi. Donc on s'est mis un petit peu tous ensemble à travailler là-dessus. Et une des hypothèses qu'on a, c'est que le fait de faire ou d'écouter de la musique ensemble favoriserait le lien social. Ça pourrait modifier par exemple notre état émotionnel en ayant des réactions au niveau de notre cerveau qui vont faire qu'on va avoir plus tendance à coopérer avec les autres, à interagir positivement avec les autres. Ça, c'est l'hypothèse qu'on a. Donc ce qu'on fait, c'est on a par exemple en 2017 fait écouter de la musique à des enfants et à des oiseaux et observer leur comportement. On a un petit peu vérifié si la musique adoucit les mœurs en fait. Et effectivement, chez les enfants, on a plus d'interactions sociales positives avec la musique. Chez les oiseaux, on a moins de comportements agressifs. Donc il semblerait que la musique influence vraiment les comportements sociaux. Donc ça va dans le sens de cette hypothèse. Ça pourrait être pour ça que les capacités musicales se sont développées chez certaines espèces. Là, en ce moment, on a un nouveau projet en collaboration avec la Philharmonie de Paris où on suit des enfants qui font des programmes d'éducation musicale, notamment de chant choral à l'école. Et on regarde sur 3 ans l'influence que ça va avoir sur leur comportement, aussi sur leurs apprentissages et sur leur bien-être à l'école. Encore une fois, pour essayer de comprendre quel est l'intérêt, quel est l'avantage pour l'espèce humaine d'avoir ces capacités musicales. Et alors, la musique, justement, parce qu'on pourrait se dire que ce sont des fréquences, une organisation de fréquences du son. Enfin, comment est-ce que vous la définissez? Enfin, on sait tous ce que c'est la musique, mais pourquoi la musique serait différente d'un bruit organisé? Enfin, vous voyez, c'est quelle est cette musique, en fait? Et pourquoi la musique, en fait? Et comment vous la définissez? Alors déjà, une définition consensuelle de la musique, c'est très très compliqué à trouver. Et pourtant, on sait tous ce que c'est, on pourrait tous le dire. Mais si on nous demande de la définir, c'est un peu plus compliqué. Alors évidemment, chez l'humain, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante culturelle, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'est pas juste des sons organisés d'une certaine façon, hein. Il y a d'autres aspects qui rentrent en compte. Après, nous, on s'intéresse, comme je l'ai dit, aux effets de la musique sur nos comportements et même sur notre biologie, puisqu'on sait que ça influence des mécanismes neuro-hormonaux. Et on essaye de comprendre justement quelles sont les caractéristiques qui font que tel son, qu'on va appeler musique, va influencer les comportements, alors que tel autre son ne va peut-être pas les influencer. Donc ça, on est en train de creuser la question. Ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'on a comparé les effets de la musique consonante, donc ce qui sonne juste à l'oreille d'un humain et qui sonne agréable à l'oreille d'un humain, et de la musique dissonante, qui sonne faux. Et
apparemment, là aussi, c'est pas juste une construction humaine, puisque que ça soit chez les humains ou chez les oiseaux, la musique consonante va avoir les effets dont je vous ai parlé, alors que la musique dissonante ne va pas les avoir. Si la musique adoucit les mœurs, si la musique consonante adoucit les mœurs, est-ce que la musique dissonante crée le conflit? Alors pour l'instant, on n'a pas vraiment observé ça. Alors chez les enfants, quand on fait des tests à l'école, vous imaginez bien que c'est un petit peu difficile, éthiquement parlant, de créer des situations de conflit. Donc je ne saurais pas vraiment vous répondre. Chez les oiseaux, on n'a pas observé plus d'agressivité en musique dissonante. On a observé simplement moins d'agressivité en musique consonante. Après, pour la musique dissonante, c'est similaire à ce qu'on observe lorsqu'on ne met pas de musique du tout. Voilà. Est-ce que ce qu'on définit en termes de musique, même si évidemment c'est difficile de le définir, est-ce que ce serait plus les vibrations plutôt que les fréquences qui seraient à l'origine d'une réaction biologique chez l'humain? Je pose cette question notamment en rapport avec toutes les personnes qui sont sourdes et muettes et qui arrivent à pratiquer de la danse et qui arrivent à se caler vraiment sur un rythme. Je me dis, logiquement, elles ne sont pas censées du coup entendre les fréquences musicales, mais elles peuvent peut-être ressentir les vibrations que certaines notes de musique ou certaines cordes sur un instrument produisent sur elles. Donc est-ce que ce serait pas plus orienté dans ce sens-là, que la musique a un effet sur la biologie du coup évolutive que sur juste ce qu'on peut entendre? Alors on a un projet qu'on cherche à financer d'ailleurs en ce moment, qui porte justement là-dessus, où on essaye de voir quelles sont les caractéristiques précises de la musique qui ont cet effet-là. Notamment, est-ce que ça a à voir avec le rythme ? Est-ce que ça a à voir avec la sensation de plaisir qu'on va avoir en écoutant de la musique? Est-ce que ça va avoir... Enfin, vraiment décomposer les différentes composantes de la musique pour voir quelle composante va expliquer cet effet-là. Ce qu'on sait déjà, par contre, qui est intéressant, c'est que, je trouve, c'est que le fait de synchroniser nos mouvements va avoir un effet sur nos interactions ensuite. Par exemple, chez des bébés, il y a une étude qui a montré, alors c'était Laura Cerelli qui a fait ça. Donc en fait, elle était en face de d'une mère avec son bébé dans un porte-bébé. Et chacune, elle et la mère, écoutaient avec des écouteurs des rythmes différents et bougeaient en rythme. Et ce qu'elle a montré, c'est que si le bébé, qui se trouve dans le porte-bébé, donc qui bouge avec la mère, bouge suivant le même rythme que l'expérimentatrice, il va davantage l'aider ensuite sur des petites tâches d'aide très simples adaptées au bébé, du style l'expérimentatrice essaye d'attraper une balle, elle n'y arrive pas, est-ce que le bébé va la pousser pour l'aider? Voilà. Donc s'ils avaient suivi le même rythme, bougé ensemble, synchronisé leurs mouvements, le bébé va plus aider après. Donc a priori, il y aurait quelque chose avec la synchronisation aussi, qui est favorisée bien sûr par l'écoute de musique ensemble, ou la pratique. Alors du coup, avec toutes ces pistes-là de travail, est-ce qu'on pourrait imaginer une façon quelque part de s'auto-programmer à une certaine destination? Alors bien sûr, je pense à la musique, mais peut-être à d'autres formes de conditionnement. Est-ce qu'on pourrait imaginer, alors là c'est plus dans la spéculation bien sûr, mais des formes d'autoconditionnement pour aller vers une évolution dans un certain sens, je ne sais pas, ça pourrait être envisagé, ou notamment peut-être justement pour calmer des ardeurs, ou au contraire se perfectionner dans un certain sens. Je ne sais pas si c'est totalement utopique. Alors, ça dépend comment vous voyez les choses. Si vous parlez d'influencer l'évolution humaine, là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est difficile de prévoir ce qui va se passer, alors encore plus de l'influencer. Après, au niveau de l'individu, c'est vrai qu'une de nos idées, quand on travaille sur l'influence de la musique sur les comportements des enfants, c'est de se dire que peut-être si la musique, justement, adoucit les mœurs, l'utiliser davantage comme un outil pédagogique, passer de la musique en classe, faire des activités musicales à l'école, pourrait aider à développer un climat scolaire qui est plus apaisé, qui est plus propice à l'apprentissage. Donc il peut y avoir effectivement des applications dans ce genre-là. Après, on ne parle pas de modifier les gènes de l'espèce humaine non plus, mais ça peut peut-être être un outil qui peut aider dans certains domaines, effectivement. Voilà. Et pourquoi vous avez choisi en fait vraiment d'étudier, de comparer les animaux aux humains, alors que vous faites de la biologie évolutive humaine?
Quel est l'intérêt vraiment des animaux? Alors déjà, il y a un débat sur la musique depuis très longtemps. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais la musique c'est culturel, c'est purement culturel, c'est que chez l'humain. Parler de musique avec les animaux, c'est faire de l'anthropomorphisme, etc. Nous, justement, on voulait vérifier si la musique c'était vraiment que humain ou si ça avait aussi un impact sur d'autres espèces, parce que si on découvre, et nos résultats vont dans ce sens-là, que la musique va influencer l'humain mais aussi d'autres espèces animales, du coup ça montre que derrière ça il y a quelque chose de biologique, que la musique ne va pas seulement être une construction culturelle, mais que c'est quelque chose qui est apparu chez l'espèce humaine, du moins les capacités musicales qui ont pu apparaître chez l'espèce humaine parce que ça a un avantage au niveau biologique, sinon ça ne serait pas apparu chez d'autres espèces aussi. Voilà, donc ça permet quelque part, en étudiant d'autres espèces, de mieux comprendre pourquoi l'humain a telle ou telle caractéristique. Et puis après, c'est aussi, je vous ai dit que je travaillais avec des éthologues qui, eux, s'intéressent directement au comportement des oiseaux, donc c'est aussi un intérêt commun. Pour la suite, un petit peu de vos recherches ou de nouvelles perspectives, vous pourriez nous évoquer, ouvrir une porte un petit peu sur l'avenir ou sur d'autres, une direction, on va dire, de la biologie évolutive dans le travail, peut-être qu'il peut nous laisser des pistes ou à creuser de notre côté. Alors de manière générale, je pense que je vous ai dit tout à l'heure que c'était difficile de faire du prédictif et même de comprendre l'évolution récente, de comprendre comment est-ce que les changements environnementaux très rapides et très importants qu'on a connus dans les derniers siècles vont influencer l'espèce humaine. Ça, c'est un domaine tout à fait prometteur et qui se développe de plus en plus. Ça, c'est pour les orientations générales, je dirais, de la biologie évolutive humaine. Après, à titre personnel, j'ai quelques projets plus sur la psychologie évolutive, donc sur les liens entre évolution et comportement, notamment sur un sujet qui a été déjà un petit peu étudié, mais où on ne sait pas encore tout. C'est pourquoi est-ce que l'humain a développé une tendance à coopérer avec ses congénères. Voilà, j'ai des projets là-dessus. Pour le futur. Sur la morale, finalement, comment est-ce qu'elle serait inscrite dans cette biologie-là? Tout à fait. Des intérêts communs, simplement. On pourrait imaginer que dans un groupe, quels que soient les intérêts communs, une personne qui a des gènes qui vont faire qu'il va... Comment dire ? En fait, un groupe qui a intérêt à coopérer pour mieux réussir, ok, d'accord, mais s'il y a une personne là-dedans qui va adopter la stratégie du tricheur, qui va profiter de la coopération des autres mais sans en payer le coup, a priori, en termes niveau individuel, il peut être avantagé. Donc on pourrait imaginer que ça soit cette stratégie-là qui soit sélectionnée par l'évolution. Et pourtant, on a quand même développé la coopération. Donc il y a plusieurs hypothèses sur comment c'est possible, notamment des histoires de réciprocité. On coopérerait avec l'autre parce qu'il y a plus de chances qu'il coopère avec nous plus tard et que c'est un avantage pour nous. Ou encore des questions de réputation aussi. Si tu coopères, tu es mieux vu par les autres, donc potentiellement ils vont mieux agir avec toi et c'est avantageux pour toi. Voilà, donc il y a différentes hypothèses comme ça qui peuvent expliquer que la coopération a émergé et existe chez l'espèce humaine, mais ce n'est pas quelque chose qui est évident du point de vue de l'évolution. On pourrait imaginer que le tricheur soit plus avantagé. Donc voilà, il y a tout un champ de recherche là-dessus aussi. Merci d'avoir regardé cette rencontre jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu. Restez curieux et surtout, continuez de creuser.